Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions via le web? Mais déjà, il y a un doigt qui se lève. Excusez-moi si je parle beaucoup, mais vu le sujet, je ne peux pas me taire. Je vais me contenter de 2 points, mais quand même. Premier point, c'est je réagis à ce que dit Paul pour apporter de l'eau à son moulin, bien évidemment. Et le faire par un petit décalage. Tu as parlé essentiellement de la fonction publique d'État, hein. Mais quand on regarde la fonction publique territoriale, on a une illustration encore plus forte, me semble-t-il, de ce que tu as dit sur le sens politique du recours au contractuel. C'est dans la fonction publique territoriale qu'il y a le plus fort pourcentage de contractuels. Je crois que ça doit être 20% contre 17% de moyenne globalement. Je crois que c'est ça. Il y a des raisons structurelles, c'est notamment les emplois de cabinets qui sont automatiquement des non-titulaires. Mais il y a aussi une autre raison politique. Anicet-le-Port rappelle toujours qu'il y a eu une bataille au moment en 83 pour savoir si on devait étendre le statut des fonctionnaires aux employés des collectivités locales. Et d'une certaine manière, une bonne partie des élus locaux n'a jamais digéré cette extension. Et d'ailleurs, les premières réformes de la fonction publique ont porté sur la fonction publique territoriale en leur enlevant une partie des garanties qui étaient celles de la fonction publique d'État. Et je ne peux pas ne pas faire le lien entre le développement des contractuels, mais aussi le développement des recrutements sans concours avec toute la catégorie C, et cet aspect politique. Et en même temps, et je poursuis toujours Paul, tu as dit à juste titre qu'on pouvait défendre le statut et associer les contractuels à cette bataille. Mais je pense qu'il faut aussi se poser la question comment on fait évoluer le statut. Hier, Anicet-le-Port interpellait encore les syndicats là-dessus. Je donne 2 exemples. La mobilité. Anicet rappelle toujours que la mobilité est une garantie du statut. Question, comment est-ce qu'on fait vivre concrètement cette mobilité dans tous les sens, à l'intérieur du statut, à l'extérieur, vers l'extérieur, et aussi vers l'intérieur. Et ça me ramène au deuxième point. Quand on regarde les derniers recrutements de contractuels, on s'aperçoit, en tout cas les médias ont beaucoup mis l'accent sur des gens qui exerçaient des professions dans le privé et qui veulent devenir enseignants. Est-ce qu'on n'aurait pas à réfléchir syndicalement à la manière dont on prend en compte ça dans le statut, ou plus exactement dans la mise en œuvre du statut? Je pense que c'est une question que les syndicats doivent se poser si on veut mener cette défense du statut tel que Paul le disait. Mon deuxième point s'adresse à Erwan. Tu as parlé de consentement. Je m'étais demandé si ce n'était pas plus de la résignation que du consentement. Et en y réfléchissant, je me dis c'est peut-être ni un ni l'autre, ou les deux en même temps. Et ça renvoie, me semble-t-il, à la question du rapport au travail. Je me rappelle dans les travaux de notre chantier de l'Institut, le chantier travail, c'est le travail qui avait été fait par Gérard Gross et Yves Bonnet sur la manière dont les profs de sciences et techniques industrielles ont géré la réforme des STI. En gros, ils ont accepté la réforme, et en même temps, ils ont essayé par leur travail de retrouver ce qui faisait pour eux les valeurs de leur métier et les valeurs de leur enseignement. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il me semble que c'est aussi quelque chose qu'à mon avis, le syndicalisme ne travaille pas assez, je trouve encore le mot travail, mais qui est fondamental pour comprendre ce qui se passe et pour peser sur ce qui se passe. Voilà. Je peux faire passer, mais à côté de toi, Maryse. Oui, moi, sans intervenir sur les questions de l'enseignement, parce que je n'y connais rien, je veux revenir sur cette question du consentement, moi aussi, parce que ce qu'Erwan en a dit, ça m'a rappelé un propos du PDG de France Télécom au moment de la privatisation de France Télécom. Il y a eu 80% de grévistes contre la privatisation, cadres compris, cadres et cadres supérieurs compris, donc une immense mobilisation.
Et le PDG, Michel Bon, il s'appelait, il a défini sa stratégie et il a dit « Il faut qu'on fasse passer de la contestation à l'acceptation et de l'acceptation à l'adhésion. » Et je pense, enfin moi, ça m'a marqué, parce qu'il faut toujours regarder les stratégies patronales, bien sûr, hein, pour savoir comment se situer. Parce qu'en fait, ils n'ont pas essayé de faire passer directement de la contestation à l'adhésion. Ils se sont accordés l'étape de la soumission, en fait, de l'acceptation. Alors, on parle de consentement. Je ne veux pas revenir sur la question du consentement. On en parle beaucoup à propos des violences sexistes et sexuelles. Je ferme la parenthèse. Mais voilà. Et nous, en tant que syndicat, on est dans ce milieu-là, dans cette phase du milieu. Si nos luttes ne suffisent pas, ne rassemblent pas suffisamment de monde, et surtout si on ne réussit pas à ce qu'elle soit victorieuse, même en partie, au fond, on accrédite, on accentue le camp de l'acceptation. Et on sait que l'acceptation, c'est la phase intermédiaire avant l'adhésion à leurs objectifs. Donc voilà, je voulais citer ça. Et puis l'autre chose, c'est à propos de l'intervention de Paul sur la précarité. Ça m'a rappelé le débat qu'il y a eu dans la CGT au début de l'explosion de la précarité, dans le début des années 80, où on commençait à avoir des revendications concernant les salariés précaires, et d'ailleurs concernant les demandeurs d'emploi, aussi concernant les chômeurs, pour améliorer leur situation quotidienne. Et il y a eu un débat dans la CGT assez vif, sur l'idée, oui, mais si on a des revendications d'amélioration de la situation des précaires, des salariés précaires ou des chômeurs, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on accepte la précarité ou qu'on accepte le chômage? Et il a fallu lever ce verrou-là pour pouvoir admettre qu'on puisse avoir des revendications qui ne mettent pas un terme à la précarité, mais qui améliorent, si peu que ce soit, le sort des salariés dans cette situation. Et ça m'amène à une troisième remarque. On ne peut pas décider, enfin, je pense souvent à la phrase de Mandela, ceux qui décident pour moi de quelque chose qui est bon pour moi, le font en fait contre moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décider à la place des gens des revendications qu'ils ont envie de poser. Et l'expérience que j'ai, moi, sur la précarité, ça ne vaut que... D'abord, il y a deux situations, c'est-à-dire les situations où on a des entreprises entières qui fonctionnent avec des personnels en précarité. Je ne sais pas, je peux vous citer McDo, tout le monde connaît hein, McDo, les restaurations rapides. Bon. La plupart des salariés de ces entreprises-là sont en CDD. Il y a un vécu commun de ces salariés. Il n'y a pas tellement de hiérarchie entre eux. Il y a la hiérarchie que la boîte crée pour pouvoir fonctionner. Mais entre les salariés, il n'y a pas tellement de hiérarchie. Et donc, la définition des revendications, des formes de lutte, etc., se fait en quelque sorte à égalité. Et puis, il y a l'autre situation où on a des entreprises à statut avec une dominante forte de salariés, soit de salariés en CDI stable, soit de salariés à statut, et puis 20-30% de salariés en précarité, contractuelle, etc. Et pour ces salariés, ils ressentent les salariés à statut à la fois comme quelque chose qu'ils ont peut-être, quelque chose à quoi ils ont un statut auquel ils ont peut-être envie d'accéder, c'est pas sûr, pour toutes les raisons qu'on s'est dit depuis ce matin, je ne vais pas revenir, mais ils ressentent une hiérarchie. Et nous, le syndicalisme, là-dedans, on est, qu'on le veuille ou non, les générations qu'on représente, les cultures qu'on représente, on représente les personnels à statut. Et quand on leur parle en tant que militants syndicaux, ils nous ressentent comme faisant partie de cette hiérarchie et non pas comme étant des leurs. Et moi, je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment garde à ce côté surplombant. Je l'ai dit ce matin sur comment on essaye d'élaborer les revendications d'être beaucoup plus horizontaux que verticaux, alors que notre histoire, elle est verticale. Ça ne veut pas dire qu'il faille abandonner, évidemment, au contraire, hein, notre culture syndicale, mais il faut être capable de la confronter, quoi. Et finalement, on parle beaucoup des précaires, mais on ne les entend pas beaucoup, eux et elles.
Donc, finalement, c'est à eux et elles qu'il faut donner la parole. Et à nous, les militants syndicaux, comment dire, qui ont de l'expérience, de voir comment notre expérience peut leur être utile à eux. Alors que là, on leur demande à eux et à elles de venir à nous. Ça ne va pas, ça. Ça va pas. Alors, voilà, on est confronté à ça, la CGT aussi. Hein. Mais c'est un vrai sujet parce que ça nous touche aussi dans notre rapport aux autres, individuellement, en tant que militants. On doit se mettre au service d'eux et non pas décider à leur place que ce qui est bon pour eux, c'est le statut. Voilà, je m'arrête. Alors, une question ou une réflexion Oui, il y a une Caroline? réflexion de Anne Mélian, pareil, sur la notion de consentement. Donc, cette notion ne mériterait-elle pas d'être définie dans tous les cas et démontrée dans le cas de l'école? Le faible niveau des mobilisations dans des formes traditionnelles comme plus activistes, l'échec à mettre en échec les réformes libérales dans l'éducation sont de l'ordre du fait, mais cela suffit-il à passer allègrement à l'affirmation d'un consentement général des enseignants à ces réformes? Ensuite, topo un peu condescendant sur l'engagement des enseignants, décidément bien bené. N'y a-t-il pas de la résistance dans l'obstination mise par des enseignants à faire leur métier sur lesquels ils ont des idées parfois assez claires, de la façon la plus militante qui soit comme combattant de la lutte contre les inégalités scolaires? Sujet d'étude peut-être, à moins que puisse être démontrée son inanité. Comment les pratiques syndicales articulent-elles tout ceci est en effet une sacrée question. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle ou d'autres questions par web? Moi, je vais m'en permettre une. C'est savoir sur ces questions-là, alors qu'il s'agisse de l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de l'enseignement général, alors c'est peut-être une particularité sur le statut de la fonction publique. Est-ce qu'il y a des échanges et un travail collaboratif avec d'autres organisations syndicales en Europe, quoi? Voilà. Alors, certes, quand on parle de fonction publique ou de service public, la perception du service public a des divergences. Moi, je l'ai connu largement dans le ferroviaire, mais on sent bien quand même qu'il y a des orientations qui sont, y compris, notamment sur les réformes, prises à ce niveau-là, au niveau international et au niveau, particulièrement au niveau européen. Voilà. Qui commence? Petite réponse. Oui, alors sur la question du consentement, puisqu'elle revient, de façon différente. Bon, par rapport à l'intervention qui était faite à distance, j'espère qu'il n'y avait pas une ambiguïté dans mon propos qui laissait penser que je voyais de façon un peu surplombante la position actuelle des enseignants, que en gros, si je vais un petit degré de plus dans la formulation des choses, que j'aurais considéré comme un peu lâche par rapport à ça. Non, pour être assez près, je crois, des mouvements enseignants, je sais au contraire quelle est encore la force des résistances, la force des luttes, mais il n'empêche que nous sommes obligés de constater quelque chose. Ce qui est une stratégie extrêmement habile du néolibéralisme, c'est une stratégie d'acculturation. C'est-à-dire quelque chose qui fait que l'air de rien, il y avait un propos de Châtel qu'il avait tenu devant une réunion du patronat où il disait moi, avec moi, ça ne sera pas la réforme du grand soir. Ça sera plein de petites réformes du petit matin parce qu'on changera le système éducatif en volant sous les radars. On voit bien la stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de faire que petit à petit, les représentations culturelles des agents, notamment sur la question du statut, permettent petit à petit de faire passer tout un tas de choses. Et on le voit bien aujourd'hui quand on discute avec des collègues sur le statut. C'est-à-dire que parmi les plus jeunes de nos collègues, il y en a un certain nombre, ils n'ont pas l'attachement que les générations d'avant au statut, en grande partie parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de savoir ce que c'est que le statut. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qui, pour d'autres générations, y compris dans la formation professionnelle d'ailleurs, permettait ça. Donc, dire ça, c'est enfin, pour ma part en tout cas, et je suis sûr que pour Erwan non plus, c'est pas, enfin, en tout cas, j'espère que ça peut être perçu autrement que comme surplombant et mettant en doute l'engagement enseignant, dont on sait bien qu'il est encore très très fort à défendre, voilà, et justement sur l'attachement des enseignants à vouloir que leur métier soit un métier
qui servent la transformation sociale, en permettant la démocratisation de l'accès au savoir et à la culture commune. Je crois que ça, c'est un attachement qui n'a évidemment pas disparu, et heureusement pour l'avenir de notre société. Donc, je ne sais pas, on peut discuter longtemps. Est-ce que c'est un consentement ou est-ce que c'est un renoncement parce que, ou est-ce que c'est, etc. J'en sais rien. Je vous avoue que je ne sais pas comment le qualifier. Et puis, je vous conseille la lecture du dernier numéro de Regard croisé de l'Institut de recherche de la FSU, puisque justement, il s'appelle Consentement, déconsentement. Donc, il y a matière à poursuivre là-dessus. Une chose me paraît sûre, c'est qu'il faut que sur cette question-là, nous continuons à être vaillants, si je peux dire, dans la bataille des idées. Il faut, et je dirais juste ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que nous puissions montrer que le statut, y compris d'ailleurs avec des perspectives d'évolution, il ne s'agit pas de considérer le statut comme un machin totalement figé, etc. D'ailleurs, la preuve, c'est que, je veux dire, il y a une évolution historique très régulière et donc, il n'y a évidemment pas de problème avec ça. Mais je pense qu'il faut vraiment que nous soyons vaillants sur la bataille des idées sur la question. C'est vraiment qu'on explique pourquoi, en quoi le statut est à la fois protecteur des individus, mais aussi protecteur de l'intérêt collectif. Et que si à un moment donné, parce que à titre strictement individuel, moi j'ai déjà rencontré des jeunes qui me disaient, mais attends, tu me parles des avantages de ton statut, c'est quoi les avantages que tu me proposes? Tu me proposes 15 ans ou 20 ans en Seine-Saint-Denis parce que le concours va me muter là-bas, alors que moi, en étant contractuel, je peux rester dans mon Bordeaux natal. Bah, je t'avoue que ça ne me fait pas rêver ton truc. Il n'y a donc pas une perception immédiate des avantages, y compris en termes d'intérêt personnel, du statut. Et comme je le disais tout à l'heure, on est en plus avec une politique qui est capable d'avoir la perversité de payer plus cher les contractuels au moment de leur recrutement que des stagiaires. Donc, on voit bien que cet argument du fait qu'il y aurait un plus absolument visible, il ne va pas suffire à convaincre. Mais par contre, je crois qu'il y en a un autre qui, justement, du fait de cet attachement encore fort des enseignants pour les valeurs fondamentales, hein, justement pour le rôle que l'école a à jouer dans une perspective de transformer notre société vers quelque chose de plus libre, de plus égalitaire, de plus fraternel, eh bien là, il y a quelque chose à montrer, que le statut, il a à voir avec ça. Hein, et puis je termine là-dessus, je ne veux pas aller à la dramatisation des choses, mais quand même dans une période où la menace Front National est de plus en plus importante. Dans une période où, je veux dire, personne ne sait quelle sera progressivement la part que le Front National prendra dans un certain nombre de décisions de politique éducative. Le statut, c'est quand même aussi ça. Hein. C'est-à-dire que le statut, c'est ce qui garantit l'indépendance du fonctionnaire, dont, vous savez, depuis Condorcet, que nous affirmons sans cesse la nécessité absolue que, si le fonctionnaire doit évidemment mettre en œuvre la politique nationale, puisque, je veux dire, dans une démocratie, c'est le principe, que ce soit les représentants de la nation qui décident de la politique nationale et les agents qui la mettent en œuvre, mais que dans cette mise en œuvre, il y a quelque chose qui doit garantir l'indépendance, parce que nous devons avoir un système qui empêche à un moment donné un gouvernant au pouvoir d'instrumentaliser le système scolaire dans une finalité idéologique. Donc là aussi, je crois que je ne sais pas quelle sera dans les années à venir la nature réelle de la menace d'une volonté de prendre en main idéologiquement le système scolaire par une droite extrême ou par une droite ultra-conservatrice. Mais en tout cas, je crois aussi qu'il faut qu'on dise que le statut, il a une immense importance par rapport à ça. Et que, très franchement, une démocratie qui n'est plus capable de se garantir par la structure même du fonctionnement de ses institutions, qui n'est plus capable de garantir sa capacité à résister à une éventuelle emprise idéologique sur l'école, ce n'est plus une société démocratique. Donc voilà, peut-être c'est tout ça aussi qu'il faut qu'on arrive à mieux faire entendre et comprendre à nos collègues et qu'on peut le... voilà, bon, j'arrête là, parce que sinon ça va être beaucoup grand. Et puis ouais, sur la hiérarchie, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. On a une extrême attention à avoir, c'est ce que j'ai essayé de dire à un moment dans mon intervention, on a une extrême attention à avoir
à ce que ne puisse pas se confondre le discours par lequel nous disons notre attachement au statut avec une représentation hiérarchisée de ce que seraient les missions d'un statutaire par rapport aux missions d'un précaire. Il faut le dire clairement, a priori, un contractuel n'est pas un moins bon enseignant, personnellement, qu'un titulaire. A priori, certainement pas. Mais par contre, un système scolaire qui forme des titulaires, qui engage des titulaires à une perspective de métier, oui, ça produit un meilleur système scolaire qu'un système scolaire qui repose sur des gens qui ne sont pas formés et qui, en définitive, à un moment donné, choisissent d'être enseignants parce que c'est une opportunité dans leur vie qui, chez certains quand même, chez certains contractuels aujourd'hui quand même, est pas loin de ce qu'était de l'aventure de l'étudiant qui allait faire les vendanges et les fraises. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les contractuels, certainement pas. Mais il y a aujourd'hui un certain nombre de contractuels dans les départements en grande tension. Moi, j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis. Hein. J'en ai rencontré des contractuels qui disaient moi, je me souviens très bien de l'un un jour qui m'a expliqué qu'il déchargeait des cajots à Rungis. Et il m'a dit franchement, vous me proposez un métier qui va me permettre de gagner un petit peu plus et avec des conditions de travail où même si vous me dites que c'est compliqué d'enseigner, je vous assure, même avec des élèves compliqués à gérer, j'ai quand même l'impression que ce sera moins dur que de décharger des cajots. Il faut l'entendre, ça aussi. Merci. Je vais revenir aussi sur la question du consentement, puisque c'est en particulier à moi que la question était adressée. J'utilisais le terme de façon assez générique, sans forcément avoir creusé sur une définition ou une autre, vous pourrez en revenir, sachant qu'on peut quand même avoir plusieurs définitions de ce terme-là. Et c'était aussi en référence à ces travaux qu'on a menés au sein de l'Institut sur des consentements ou consentement. Simplement, moi, enfin, voilà, quand j'en parlais, et d'ailleurs je l'ai souligné, c'était un consentement sans adhésion, et c'était justement le paradoxe, voilà, mais avec acceptation. J'aime bien cette différence entre les deux termes, avec un glissement possible de l'un à l'autre, sur lequel il faut effectivement qu'on soit en état d'alerte. Et cette acceptation, à mon avis, et je suis assez d'accord avec Anne Mélian, elle vient y compris du fait de l'obstination des enseignants à bien faire leur métier, ce qui est peut-être une forme de résistance, mais ce qui, en même temps, et c'est ce que j'ai essayé de souligner, a un effet pervers, c'est que le néolibéralisme récupère cette obstination-là. J'en ai donné un exemple avec les mini-entreprises, où il y a la volonté de faire réussir des élèves, de trouver des solutions alternatives, alors qu'il n'y en a pas objectivement. Et donc, c'est aussi pour certains collègues une solution qui leur apparaît parmi d'autres, mais on pourrait en prendre d'autres. La question de la fiche à venir, pour essayer de situer un petit peu. Quand Parcoursup a été mis en place, on nous a demandé aux professeurs principaux de terminale de remplir une fiche à venir. Il n'y avait plus seulement à remplir des bulletins trimestriels pour donner une évaluation, un commentaire sur le travail de l'élève au cours de l'année et sur ses résultats, ce qui jusque-là était assez normal. On nous demandait aussi de nous positionner sur la capacité de nos élèves à réussir dans les différentes formations du supérieur qu'il avait demandé. Donc, on nous demandait de passer d'une évaluation de choses passées à l'évaluation des chances de réussir dans le futur. C'est quand même complètement différent. Et là, pour le coup, ce n'était pas notre mission. La consigne du SNES-FSU, que j'ai appliquée d'ailleurs la première année, ainsi que quelques collègues, c'était de marquer les résultats de cet élève au bac témoigneront de sa capacité à réussir. Et ça permettait effectivement de sortir de la problématique. Sauf qu'en même temps, il y a des collègues qui ont fait les choses plus comme c'était demandé, en évitant cette pirouette, et qui ont mis en avant sur la fiche à venir, parce que sur la fiche à venir, il y a des cases. Est-ce que l'élève est engagé dans le lycée? Est-ce qu'il est membre? Est-ce qu'il est délégué? Est-ce qu'il est dans des associations à l'extérieur? Tout ça. Nous, on avait par principe refusé de le remplir. Mais si l'élève dans le lycée d'à côté s'était rempli, ben, du même coup, on mettait en difficulté nos élèves. Et donc, du coup, l'année d'après, on a tous rempli les fiches à venir. Oui, parce qu'on ne voulait pas mettre en difficulté nos élèves. Donc, on voit bien là, comment la conscience professionnelle, le fait de s'obstiner à bien faire le métier, nous a conduit à remplir très sérieusement ces fiches à venir, sans jamais casser un élève, bien sûr, mais en valorisant tout ce qu'on n'a pas à faire normalement, à savoir ce genre de choses. Cet élève est délégué, etc. Il est très impliqué, parce qu'on sait aussi que sinon, on le met en difficulté par rapport à son voisin d'un autre lycée. Donc, c'est là qu'il y a un paradoxe. Autre exemple que je donne dans l'article que je n'avais pas eu le temps de développer sur la sélection, la participation à la sélection en première année.
on peut très bien se mettre en position de retrait, d'autant que ce n'est pas dans les missions de participer à cette sélection. Mais ne pas le faire, c'est aussi laisser le collègue d'à côté, qui peut-être est beaucoup plus à droite que soi, faire la sélection sur des critères qui seront peut-être beaucoup plus méchants. Et donc, du même coup, ça incite à quoi? À participer quand même en se disant ce sera moins pire si moi j'y suis et que je suis un petit peu sensible à la question sociale, par exemple, de l'origine des élèves, etc. Et donc, voilà, cette obstination à bien faire, finalement, elle fait quoi? Elle fait que paradoxalement, à la fin, on en arrive à faire quand même et à faire y compris en s'y impliquant beaucoup et très sérieusement. Donc là, on a une question qui apparaît un peu insoluble, je n'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas, les choses ne sont pas si simples que est-ce que l'enseignant dans sa tête résiste ou pas? On voit bien que c'est plus complexe. Et puis, Gérard, tu parlais de la question des résistances dans le métier, dans le travail au quotidien, et j'y crois beaucoup. Et dans l'article, je reviens aussi sur la question de l'APSES, tu en parlais ce matin, l'association des professeurs de SES, qui il y a quelques années avait sorti un programme alternatif en disant on va respecter le programme puisque c'est la loi, mais en fait on va le tordre dans le sens qu'on veut, parce qu'on garde notre liberté pédagogique et de faire le programme dans le sens qu'on veut, de faire en sorte que 2 chapitres soient fondus en un, etc. Voilà, on va l'articuler autrement. Et bien, l'APSES a arrêté de le faire, entre autres, pourquoi? Parce qu'en première, alors ça a été supprimé depuis, donc ça nous permettrait peut-être de repenser la question, mais parce qu'en première, une évaluation avait été imposée, évaluation nationale, en tout cas avec des sujets nationaux, et du même coup, si on avait fait le programme alternatif, on mettait en difficulté nos élèves. Donc je crois aussi, je prends que cet exemple-là, mais il faudrait creuser la question, mais j'ai quand même l'impression que ces petites résistances du quotidien, qui sont d'ailleurs un objet de travail d'un des chantiers de l'Institut, sont de moins en moins possibles. Parce que tout est pensé pour nous empêcher de le faire via l'inflation des prescriptions, via l'évaluation, pardon, etc. Donc oui, en même temps, je crois que c'est un sujet pour le syndicalisme, et en même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus comment dire, y voir quelque chose de trop important, de plus important que ça ne l'est vraiment, à la fois pour cette raison, je crois que ça l'est de moins en moins, et puis à la fin, c'est pas parce qu'il y a ces petites résistances qu'on a changé fondamentalement les choses. Et donc voilà. La parole à Bertrand Régé. Oui, je voulais réagir sur la question des précaires parce qu'elle est au cœur des tensions qui traversent les mobilisations de l'enseignement supérieur, et elle s'y pose, je pense, elle s'y pose avec une acuité spécifique. Les précaires ne sont pas tous pareils, évidemment, et notamment du point de vue de la question des représentations du statut et de la place du savoir dans l'idée que l'on se fait de ce que l'on est comme précaire et de ce que l'on veut devenir. Par expérience, pour l'avoir observé dans les mobilisations et pour être intervenu là-dessus comme adhérent du SNESUP, d'expérience, c'est extrêmement difficile de mettre ensemble tous les précaires de l'université parce que leurs représentations sont extrêmement différentes entre un doctorant qui souvent met lui-même, avant peut-être davantage encore que les enseignants titulaires, en valeur le concours, la reconnaissance du travail fait tout au long du concours, le fait qu'on n'y ait pas de passe-droit au moment du concours, etc. Et ce n'est pas forcément le cas pour tous, ou une fois qu'ils sont au bout de plusieurs années d'attente, etc., leur point de vue peut changer, mais au moment, quand ils sont en thèse, en tout cas, c'est souvent le point de vue qui domine. On n'a pas forcément le même point de vue dans d'autres catégories de personnel de l'université, où le titre d'accès et une formation qui peut être délivrée souvent de manière plus rapide pour l'accès au poste, peuvent justifier plus facilement la titularisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler aussi sur des revendications de titularisation, d'accès différents au corps des enseignants-chercheurs par des pré-recrutements, c'est dans les revendications d'autres syndicats, etc. Mais ce n'est pas si simple, quoi. Et je voulais dire que parfois,
les précaires n'ont pas tous les mêmes revendications en la matière. Donc voilà, si tant est qu'on considère, il y a même des doctorants ou des collègues qui considèrent qu'un doctorant n'est pas un précaire, hein, mais alors qu'il y en a beaucoup qui vivent dans la précarité en réalité. Donc voilà, je voulais simplement souligner cette distorsion-là, ce qui suppose d'avoir un travail un peu ajusté à chacune des aspirations et puis en même temps peut-être de faire un peu dialoguer un peu ces attentes, ce qu'on ne fait pas suffisamment souvent, parce que on pourrait ajouter quand même, sans être trop prescriptif, mais encore une fois, je le dis plus ici en tant qu'adhérent d'un syndicat qu'en tant que chercheur, il faut commencer par les accueillir. Je connais des sections syndicales qui sont tellement dans des difficultés pour faire des listes aux élections, pour maintenir l'existence ordinaire de la section, qui du coup n'accueillent pas les doctorants, même ceux qui viennent frapper à la porte. Donc, et du coup, ils vont dans les syndicats minoritaires. Donc, la première recommandation quand même qu'on peut donner, c'est qu'il y ait un accueil et que cet accueil tienne compte des règles qui entourent le statut et peut-être d'imaginer ensemble des manières de satisfaire aux revendications sur le nombre de postes, les possibilités d'accès et en même temps des conditions d'accès qui restent justes malgré tout par rapport aux critères que l'on se fixe. L'institution scolaire et universitaire étant dans un rôle un peu spécifique par rapport à ce qui a été dit, je crois que c'est par Maryse Dumas, mais par rapport à ça, c'est que pour les salariés en dehors, qui ne sont pas dans l'éducation, le diplôme et la certification par le savoir est un instrument, au fond, de la reconnaissance du statut. Nous, le savoir, c'est ce qui fonde notre identité professionnelle. Donc, la remettre en cause dans l'accès au statut, c'est d'autant plus compliqué. Hein, ça nous met dans une position un peu spécifique. Je glisse sur la question de la condescendance, qui est un peu la suite logique de ce que je viens de dire. Moi, je crois beaucoup en une pratique syndicale qui respecte les différences d'aspiration, les différentiels d'attente, de connaissance de l'institution dans laquelle on est, d'attente spontanée en fonction des conditions de vie, etc. C'est essentiel. Donc, je ne me prononce pas sur comment doit être organisé le syndicalisme par catégorie, de manière intercatégorie. C'est pas tout à fait une autre question, mais quoi qu'il en soit de nos structures, il y a une nécessité de s'ajuster au mieux aux spécificités des catégories, mais à faire dialoguer ces spécificités. Et c'est ce qui fonctionne si difficilement dans notre institution, je trouve. Et en tout cas, je trouve qu'on en a la preuve dans la chronique même des mobilisations. Et je crois pas que ça soit, je crois pas que ce soit un problème marginal pour le syndicalisme. Après tout, on a à se préoccuper du fonctionnement d'institutions dans lesquelles on élirait nos cadres. On a à se préoccuper de comment fonctionne une SCOP ou comment fonctionne une institution publique, où c'est des élus qui gèrent la collectivité. Eh bien, il y a une culture à acquérir, syndicale, qui ne soit pas dans le rejet du gouvernement par soi-même, en quelque sorte, et qui ne soit pas non plus dans la culture on se sert du syndicat pour accéder à des responsabilités et on méprise tout le petit personnel qui est à côté. Il y a un travail à faire pour distinguer les rôles de celui qui est dans l'action syndicale et de celui qui a des responsabilités, de celui qui est prof, de celui qui a un travail de secrétariat ou qui est usager de l'institution. Mais il y a un travail à faire pour, au-delà de cette reconnaissance, ne pas être dans une forme de condescendance, puisque le mot a été utilisé. Et dans les mobilisations concrètes que moi j'ai étudiées, ce qui frappe, c'est ça, c'est ce rapport condescendant qui existe, exactement. Pas forcément explicite, ostentatoire, volontaire, mais quand les professeurs manifestent de toute manière possible la force de leur identité professionnelle et qu'ils ignorent par là même et qu'ils tendent par là même à mépriser les manières autres d'être au monde du travail qui existent dans l'institution, je pense que ça ne crée pas les conditions favorables à cette action de l'ensemble des personnels. Et de la même manière, quand les étudiants arrivent et qu'ils considèrent qu'eux, ils ont trouvé la solution, c'est le blocus, et que toutes les espèces de petites actions un peu folkloriques que peuvent mettre en place les professeurs, ça finalement de peu d'efficacité, ils ignorent que dans l'accès aux médias, par exemple,
Les professeurs peuvent être beaucoup plus efficaces que les étudiants. Et donc, il y a une forme de, voilà, de croyance dans le fait que ces catégories peuvent par elles seules aboutir. Or, je pense que ces problèmes se posent, par exemple, dans une mairie, par exemple, dans une entreprise autogérée, par exemple, etc., ou même dans une grande entreprise, entre les cadres qui se mobilisent et les ouvriers. Donc, je pense que ce problème ne nous est pas propre et qu'on aurait à gagner, et c'est mon troisième point, on aurait à gagner de discussions plus fréquentes, plus assidues, peut-être même dans la même organisation, avec le syndicalisme à l'échelle interprofessionnelle, qui nous manque beaucoup, de mon point de vue. Enfin, sur l'international, c'est un paradoxe énorme en réalité. L'université est internationale par définition, les pratiques universitaires sont très largement internationales. Les syndicalistes ont des pratiques internationales, mais qui concernent un tout petit noyau en réalité. Et je pense qu'il y aurait à imaginer des cadres qui croisent les pratiques d'internationalisation des activités de recherche et les pratiques internationales en matière d'activité syndicale. C'est un peu, excusez-moi de le citer pour la deuxième fois, mais je sais que ce n'est pas toujours bien vu, mais c'est un peu ce que Bourdieu avait essayé de faire à la fin des années 90 avec la fondation ESSE, qui était un espace européen de politique hein, des universitaires. Et bon, malheureusement, cette entreprise n'a pas suivi ce cours hein, d'être un lieu de réflexion sur les mobilisations dans l'enseignement et dans le mouvement social à l'échelle internationale. Mais je pense qu'il y aurait là de belles initiatives à prendre à l'échelle internationale avec des syndicats, un peu comme aujourd'hui, quoi, mais avec des chercheurs et des syndicalistes. Je pense que ça ferait beaucoup avancer les choses dans la réflexion des uns et des autres. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention dans la salle? C'est l'intervention conclusive? Ah non. Sur la table ronde, un témoignage, c'est que il y a quelques années, ça fait 25 ans, j'étais parmi les responsables d'un syndicat étudiant au début où était mis en place la stratégie de Lisbonne, le processus de Bologne, le début du LMD et compagnie. Et je rappelle quand même, parce que voilà, peut-être tout le monde ne le sait pas, que c'était successivement les ministères Allègre et Royal, puis Lang et Mélenchon qui ont mis en place ces réformes. Et il y avait un personnage célèbre, Jacques Attali, qui était conseiller de ces différents ministres, qui aimait déjà beaucoup s'écouter parler, et qui, lors d'une réunion, avait trouvé très, très spirituel de dire que, en fait, ce qui devait guider l'action gouvernementale, c'était la réciproque du théorème de Lampédouse, c'est-à-dire qu'à la fin du roman, voire du livre, Le Guépard, le comte de Lampédouse dit que voilà, il fallait une révolution, il fallait que tout change pour que rien ne change et que les propriétaires restent propriétaires en passant de l'aristocratie à la bourgeoisie. Et lui, Attali disait, il fallait donner l'impression que rien ne change pour mieux tout changer. Voilà. Et je crois que finalement, c'est ça qu'ils ont essayé de mettre en place. Alors, du coup, je dis ça parce que c'est sur la question, qu'est-ce qui fait que les enseignants, mais au-delà, les travailleurs ont parfois du mal à trouver les leviers pour agir face à cette succession de réformes qui sont présentées comme techniques, l'air de rien, qui prennent un sens quand on remonte le puzzle après. Certes, des fois, ils se sentent impuissants. Ensuite, il y a ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure, c'était le pilotage par les outils, parce que quand même, les collègues qui veulent résister à Parcoursup, s'ils veulent des étudiants et qu'on ne leur ferme pas tous les postes, il y a bien des trucs à saisir dans la plateforme, une date donnée, et il se trouve que cette date, elle est avant que les élèves de terminale passent le bac, et donc, quelque part, il y a des outils, il faut obéir aux outils. Voilà. Et il y a peut-être aussi ce que les effets de l'évolution, des évolutions dues au capitalisme conduisent à la perte de sens du métier. Et je vais en dire un mot rapidement. Alors, c'est vrai pour les services, notamment l'éducation, parce que, par exemple, là, on a créé un master, on a essayé d'aménager les horaires pour que des enseignants qui sont déjà en exercice puissent reprendre les études, etc. Et j'ai eu pas mal de réponses de collègues du premier degré, du second degré, qui me disaient, écoute, Stéphane, ça a l'air super, mais moi, là, on en a pris tellement plein la gueule que j'ai plus envie de penser à l'école quand je sors de l'école, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même nouveau dans le métier enseignant.
Je crois que ça n'existait pas il y a une dizaine, une quinzaine d'années, ça pouvait commencer, mais je n'entendais pas ça de façon aussi banalisée. Et je pense que là, il y a à réfléchir sur la qualité de ce qu'on produit. Parce que finalement, dans les évolutions du capitalisme, il y a la perte de qualité. On l'a dit pour les femmes de chambre ce matin. À l'arrivée, quand même, est-ce que le ménage, il est bien fait, quoi? Bon. Mais est-ce que l'éducation qu'on délivre, elle est toujours de la même qualité? Est-ce que les soins de santé, ils sont toujours de la même qualité quand il y a tant d'actes à produire par seconde et qu'on n'a pas le temps de parler aux patients? Et il me semble que parmi les leviers, on en a cité un paquet, mais il y a aussi, c'est l'intervention de Bertranger qui me faisait penser à ça, c'est que entre profs et étudiants et élèves, il y a aussi et familles, il y a aussi des choses à regarder parce que il y a certes les travailleurs de l'éducation et les usagers, mais les usagers, Maryse citait le chiffre ce matin, il y en a 89% de la population active qui est salariée quand même. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi à regarder, j'ai été un peu long. Moi, je vous propose de donner la parole 2 minutes à Paul qui me l'a demandé. Et après, Stéphane, tu vas venir à côté de moi et nous tracerons les conclusions de cette journée. Non, c'était juste pour une petite touche optimiste par rapport au travail syndical sur ces questions-là. Il se trouve que, ayant écrit des choses sur la question de l'inclusion scolaire, je suis très fréquemment invité à intervenir dans des stages de formation syndicale, de syndicats de la FSU sur le sujet. En 10 ans, il y a évidemment quelque chose, il y a d'évidence, enfin, ça se voit, quelque chose qui a changé sur la place que les AESH sont en train de prendre. Il y a 10 ans, il n'y avait quasiment pas d'AESH qui venaient au stage de formation syndicale, et quand ils ont commencé à venir, ils étaient tout timides au fond de la salle, etc. Aujourd'hui, ils prennent la parole. Aujourd'hui, ils sont capables, y compris parfois, de porter leurs revendications avec, je dirais, une certaine autonomie de revendication. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de sections départementales, il y en a même qui sont investis avec tout ce qu'il faut, y compris les décharges de temps qu'il faut pour le faire, qui sont investis dans le travail syndical. Allez, je veux juste y voir le signe que même si nous avons parfois, bien sûr, des difficultés à prendre en compte l'évolution des choses, même si parfois nous sommes contre notre gré un peu condescendants parce qu'on ne perçoit pas forcément les enjeux et qu'on est pris par nos habitudes de fonctionnement et par nos représentations, nous sommes aussi capables de prendre en compte les changements, nous sommes aussi capables d'évoluer et c'est, je crois, quelque chose dont il faut se réjouir parce que en tout cas, ça témoigne que contrairement à tout le discours antisyndical qui est tenu aujourd'hui, généralement dans les médias et ailleurs, qui fait croire que le syndicalisme, ça procède d'un archaïsme immobile, corporatiste et incapable de réfléchir à la complexité des enjeux, eh bien pour dire que, évidemment, nous le savons bien, ce n'est pas vrai.